Bien, bonjour à toutes et tous. La semaine dernière, j'ai convoqué plusieurs chercheurs évoquant une forme de laïcisation qu'aurait connue le monde grec entre le 8e et le 5e siècle avant notre ère, en fonction de l'accent placé sur tel ou tel type de documentation, les 10 philosophes présocratiques avec Jean-Pierre Vernant, les poètes lyriques, la poésie épique et lyrique avec Marcel de Thienne, ou le corpus hippocratique avec Geoffrey Lloyd. Dans la perspective adoptée par ces auteurs, l'émergence de la cité est capitale, et j'ai rappelé l'affirmation célèbre de Jean-Pierre Vernant qui fait de la raison elle-même la fille de la cité. Alors j'ouvrirai la leçon de cette semaine en considérant une critique de cette perspective venue d'outre-Rhin. Il s'agit des réflexions menées par un important historien allemand de l'Antiquité gréco-romaine, à savoir Christian Mayer. Ses ouvrages sur la pensée politique grecque notamment sont devenus des classiques traduits en français. Et vous avez ici deux exemples. Donc, l'original allemand Die Entstehung des Politischen bei den Griechen, publié en 1980, traduit en 1995 La naissance du politique, et l'autre ouvrage qui date de 1985, Politik und Anmut, la politique et la grâce, anthropologie politique de la beauté grecque, auquel j'ajoute, clin d'œil à cette institution, l'ouvrage publiant les conférences que Mayer avait données au Collège de France à l'invitation de Paul Veyne au début des années 80 et qui ont été publiées donc, en 1984 dans la collection des essais et conférences du Collège sous le titre « Introduction à l'anthropologie politique de l'Antiquité classique ». Mais en fait, c'est un article de 1986 qui me retiendra en ouverture de cette leçon, même s'il fait écho à l'ouvrage de 1980 sur la naissance du politique. En effet, l'article, dont voici le titre, a une vertu synthétique appropriée à mon propos, dont la vocation est également d'être synthétique. Et donc, c'est un article qui a été publié donc en 86, comme je le disais, dans un collectif publié par Eisenstadt, The Origins and Diversity of Axial Age Civilizations. Vous voyez à nouveau la question des origines, l'âge axial, etc. Et le titre donc de l'article de Mayer, c'est l'émergence d'une intelligence autonome parmi les Grecs. Alors, l'intelligence autonome des Grecs est en l'occurrence une manière de désigner la pensée rationnelle et la philosophie qui lui est associée. Ce titre inscrit l'article dans la problématique qui m'occupe, que j'ai entamée la semaine dernière, avec le travail de Vernant, qui est en ligne de mire de la réflexion de Mayer, parce que quand je parlais d'une critique, elle est explicite. Vernant est convoqué, ainsi que le travail de Geoffrey Lloyd, auquel il attribue non sans raison des perspectives similaires, puisque je vous ai dit que Lloyd se revendiquait explicitement de Jean-Pierre Vernant dans cette vision de la pensée rationnelle comme ancrée dans les changements politiques de la période archaïque. Alors, selon Mayer, l'approche des deux chercheurs, donc Vernant et Lloyd, faisant de la pensée grecque rationnelle le produit des circonstances politiques qui ont mené à la démocratie, n'est rien d'autre qu'une énième version, ce sont ces mots, du problème de l'œuf et de la poule. En effet, l'évolution de ce que Mayer appelle l'intelligence grecque est autant déterminée, selon lui, par le processus de formation de la polis que ce processus lui-même n'est affaire d'intelligence. Ce que je vous disais la semaine dernière avec les deux points de vue. On crée les conditions, la polis crée les conditions de possibilité de cette pensée rationnelle où elle en est
elle-même la conséquence. Donc, pour Mayer, ce problème est insoluble. Il faut embrasser les deux phénomènes ensemble sans nécessairement les placer dans un rapport de dépendance mutuelle. Comme dans la problématique de l'œuf et de la poule, il faudrait chercher à identifier un troisième terme qui permette de penser les deux phénomènes plutôt que de faire de l'un le résultat de l'autre. C'est le développement que Mayer propose dans cet article. Le processus de développement intellectuel et le processus de développement politique sont indissolublement liés dans un cadre contemporain, donc sur le même pied, et c'est l'histoire du monde grec, selon Mayer, au début du premier millénaire, qu'il explore à la recherche du troisième terme de l'équation. Donc là, on voit vraiment l'historien qui se positionne et qui, dans un article forcément synthétique, trace les grandes lignes de sa perspective. Et je vais les résumer parce que précisément cette perspective synthétique m'intéresse. Alors, selon Mayer, après l'effondrement du système politique mycénien, le monde grec a fait son chemin vers ce qu'il appelle une culture sans royauté. Et donc, sans institution imposée d'en haut, avec ce que cela implique d'autorité religieuse. Une réflexion a dû se faire jour, écrit Mayer, qui a fait émerger des institutions au sens d'un régime politique donné ou d'un système légal, qui ne s'ancraient pas dans une autorité surplombante, mais dans la communauté en tant que telle. Là où tant d'autres cultures ont vu l'établissement de monarchies et la monopolisation du pouvoir, les Grecs ont connu un autre type de rapport à l'autorité, caractérisé par le maintien de petites sociétés du face-à-face, jalouses de leur indépendance, et dont les différentes catégories de membres de ces communautés qui étaient, pour le dire brièvement, tant les aristocrates mis en scène par Homère que les paysans mis en scène par Hésiode, donc ces différentes catégories de membres étaient partie prenante à des degrés divers. En outre, au milieu du 8e siècle, je poursuis toujours ce raisonnement sur la longue durée historique du début du premier millénaire, au milieu du 8e siècle, quand commence l'expansion des Grecs en Méditerranée, la mer Égée et le bassin occidental de la Méditerranée forment une sorte de vacuum en regard des grands pouvoirs du temps, ce qui est une réflexion très intéressante. Alors, l'influence culturelle des empires, et ce sont surtout évidemment les empires proche-orientaux à l'époque qui est en cause, donc l'influence culturelle de ces empires est indéniable, mais ils n'étaient pas des concurrents ou des ennemis potentiels. Les entreprises grecques d'implantation sur les rivages de la Méditerranée et de la mer Noire se sont faites en groupes limités et n'ont pas abouti à la fondation de royaumes conquérants. Donc, la culture grecque s'est forgée, je poursuis le raisonnement de Mayer, depuis l'intérieur de la société et non sous l'autorité de rois. Sur cet arrière-plan, Mayer valorise fortement l'importance de Delphes dans le processus d'institutionnalisation d'une pensée proprement politique par sa position d'arbitre entre des attentes différentes, voire divergentes, et il accorde également beaucoup de crédit à la tradition des sept sages, ces figures de Sophoi comme penseurs en contact avec Delphes. Et ça, c'est quelque chose qui est bien plus élaboré dans son ouvrage sur la naissance du politique. Alors, sur cet arrière-plan que je viens de tracer à grands traits, et arrière-plan dont certains points me retiendront plus tard, une brève réflexion de l'auteur sur le rôle de l'oracle de Delphes m'intéresse tout particulièrement. Et je vous mets le texte sous les yeux. Je le lis avec vous. En cela, donc, qu'est-ce qu'il y a derrière cela? C'est le fait de dispenser des conseils autorisés et indépendants, ce qui serait la vertu de Delphes. En cela, la dépendance à l'égard de Delphes était de la plus haute importance. Par la suite, un deuxième grand centre de la pensée grecque s'est développé à Milet, puis à Élée et dans d'autres lieux, avant qu'Athènes ne devienne le centre de la philosophie grecque. La tendance est de considérer Milet comme plus éclairé que Delphes. C'est un point discutable.
il faudrait se demander si la relation entre la religion et les Lumières chez les Grecs n'était pas fondamentalement différente de celle qui existe dans l'Europe chrétienne moderne. Il faudrait également se demander si Delphes, peut-être moins éclairé que Millet, n'était pas plus fine dans sa pensée politique. Et enfin, il faudrait répondre à la question de savoir si la philosophie milésienne n'a pas été rendue possible seulement après que la pensée grecque eut déjà franchi des étapes essentielles. Fin de citation. Alors, dans les limites de cet article, Christian Mayer n'affronte pas directement de telles questions, dont l'ampleur le dispute à la complexité. Et l'ouvrage de 1980 sur la naissance du politique ne les abordait pas vraiment non plus, celles-là, les trois questions qu'il pose à la fin. En outre, la chronologie du développement de l'oracle de Delphes en position surplombante par rapport aux cités du haut archaïsme reste très débattue et pourrait n'être pas aussi ancienne que le pense l'historien. La tradition des sept sages n'est pas moins problématique, tant il est difficile de projeter des données globalement assez tardives sur l'action effective de ceux qui forment le groupe en question. En revanche, quand l'auteur écrit, et je mets la phrase en grâce à l'écran, quand l'auteur écrit, je le cite, qu'il faudrait se demander si la relation entre la religion et les Lumières chez les Grecs n'était pas fondamentalement différente de celle qui existe dans l'Europe chrétienne moderne, il pose une question fondamentale et esquisse ainsi une perspective essentielle sans pour autant franchir la porte qu'il a entr'ouverte. Pour ma part, évidemment, je vais la franchir, puisque c'est la voie dans laquelle le propos de cette année est engagé. En effet, penser le monde archaïque en termes de laïcisation et de rationalisation fait courir le risque de plaquer sur l'Antiquité une lecture déterminée par des problématiques et des processus inhérents à nos sociétés occidentales contemporaines, laïcisées et sécularisées. Et je prends juste un exemple, le travail classique de Bobéro et de ses collaborateurs à propos de la laïcité, les laïcités, en plus dans le cadre de la problématique de la laïcité à la française. Dans cette perspective, donc, je m'appuie sur les travaux, la laïcisation est vue comme la dissociation du champ politique comme instance de pouvoir, avec la violence légitime, son cortège d'obligations, de coercition, dissociation donc du champ politique et du champ religieux comme une instance d'autorité parmi d'autres. Quant au concept de sécularisation, lorsqu'il est adopté comme paradigme de lecture de la modernité, il signifie notamment la rationalisation de la religion, dans le cadre de la perte d'emprise de la religion sur la société globale. Et je prends dans cet ouvrage la conclusion, enfin une partie de la conclusion de Philippe Portier, donc conclusion de ce livre « Laïcité au singulier, laïcité au pluriel », donc paru en 2015. Je le cite, « On pensait l'existence humaine hier à partir du paradigme de la dépendance. L'homme se trouvait rivé à la normativité que Dieu avait établie, Dieu avec majuscule. La liberté n'avait rien alors d'une auto-affirmation de soi, elle ne trouvait sa signification que dans le fait de se soumettre aux prescriptions de la loi éternelle. La rupture moderne fait prévaloir une axiomatique de l'autonomie, le sujet devient alors, tandis que se défait l'ordre finalisé de la nature, à lui-même son propre centre. En conséquence, on assiste, et je le cite à nouveau, mais vous n'avez pas le texte à l'écran, à une immanentisation de l'ordre social qui a pour corrélat l'invention de l'opposition entre le séculier et le religieux. En d'autres termes, et ce ne sont plus ceux des auteurs que je viens de citer, on cesse de conférer un fondement sacré à l'ordre politique, juridique, philosophique. C'est ce que d'autres auteurs, et je ne vais pas tout passer en revue, c'est bien connu, d'autres auteurs soulignent en articulant l'opposition entre hétéronomie et autonomie, selon que le nomos, puisque c'est quand même le mot grec qui est derrière tout ça, émane de l'extérieur ou émerge de la société elle-même. Nous arrivons dès lors au cœur de notre problématique et je pose la question. Est-ce vraiment un processus de ce type
dont témoigne la Grèce archaïque quand on parle de laïcisation, fût-elle assortie de guillemets. Vous aurez compris que ma question est purement rhétorique et que la réponse que je lui donne est évidemment négative. Le terme même de laïcisation s'inscrit dans des contextes où s'affirme la transcendance d'un Dieu unique et créateur et brouille la compréhension de ce que l'on tente d'élucider dans d'autres cadres de référence. Comment dès lors poser le problème autrement ? Comment intégrer la religion dans l'équation à de multiples inconnus à laquelle est confrontée toute réflexion sur la période de formation de la cité grecque, entendue la cité grecque comme lieu d'affirmation d'un certain type de relation au monde et d'inscription de la société dans ce monde. Une manière de le faire, et là je quitte Mayer et mon tour outre-Rhin, mon détour outre-Rhin pour revenir en France, une manière de le faire a été proposée par François de Polignac dans sa thèse, dont la première édition date de 1984 et la deuxième, largement révisée à l'issue de la traduction anglaise, date de 1995. Donc, titre de la thèse, La naissance de la cité grecque, culte, au pluriel, espace et société. L'arc chronologique 8e, 7e siècle. Alors, le sous-titre du livre circonscrit largement le propos. Ce sont les cultes en tant que pratiques inscrites dans l'espace, ou plutôt dans différents types d'espaces, même si le terme est au singulier, qui sont au cœur de l'investigation sur la naissance de la cité grecque. Dans ce livre, ainsi que dans toute une série d'articles qui sont venus compléter, nuancer la thèse, et je vous en ai mis un sous les yeux, donc Repenser la cité, rituels et société en Grèce archaïque, publié en 1995 aussi. Donc, dans ce livre et toute une série d'articles, le chercheur montre combien l'inventivité des Grecs de la période archaïque se traduit notamment par le biais des sanctuaires, que ce soit leur inscription donc, dans un espace donné ou les multiples vecteurs de communication qu'on y déploie, que ce soit les offrandes, l'iconographie, l'architecture, les pratiques rituelles. Et les rituels invitent, et je cite l'article ici, Repenser la cité, page 9, ces rituels invitent à oublier la cité pour penser la société. Du moins, est-ce ainsi que François de Polignac pose la question, faut-il oublier la cité pour penser la société ? En d'autres termes, faut-il mettre à distance la réalité politique, institutionnelle, c'est-à-dire la police de la politique réservée aux citoyens mâles, et privilégier l'entité sociale, ce que les Grecs appellent le koinon, et qui définit la communauté dans ses diverses manifestations, notamment religieuses. Alors, tout le travail de l'auteur tend vers une réponse positive à cette question, et cette réponse métabolise en quelque sorte les acquis des travaux d'un Jean-Pierre Vernant ou d'un De Tienne sur le koinon et les espaces, mais en complexifiant la notion même d'espace, qu'on trouvait chez Vernant et chez De Tienne, avec cette mise au milieu de la décision à prendre. Donc, complexification de la notion même d'espace grâce à l'intégration et à l'analyse soigneuse des données archéologiques. La semaine dernière, j'ai souligné l'importance du type documentaire prédominant dans une enquête donnée pour en comprendre l'orientation, voire les acquis. J'avais dit les philosophes présocratiques pour Jean-Pierre Vernant, la poésie épique et lyrique pour Marcel de Tienne, le corpus hippocratique pour Geoffrey Lloyd et pour François de Polignac, le recours aux derniers acquis de l'archéologie. Or, la problématique de la pensée en tant que manière, au pluriel, de représenter le monde et la place des hommes en son sein est fort peu redevable des acquis de l'archéologie, même si l'inverse n'est pas vrai, puisqu'on a pu voir dans le plan de certaines cités coloniales d'Italie du Sud un reflet de la rationalité grecque. Mais voilà, cette problématique de la pensée dont on a vu dans les travaux qu'on a passés en revue la semaine dernière et maintenant avec Mayer, on voit bien que cette réflexion, dans le travail de François de Polignac, l'idée de la rationalité associée à une forme de laïcisation n'est pas convoquée. L'identification des articulations changeantes de la vie en société, dont témoignent notamment la constitution et les diverses appropriations d'espaces sacralisés, la tenue de rituels,
se substitue à une vision largement surplombante qui reconstituait un progrès linéaire allant du moment primitif, où la religion semble prendre toute la place et dont il faut dès lors se débarrasser, à la maturité d'une réflexion politique à l'origine de notre propre modernité et dès lors indépendante de la religion. Donc, chez un auteur comme François de Polignac, on a la religion qui est réintégrée de plein droit dans la réflexion sur le politique, sur la cité en tant que société, mais cette religion se résume essentiellement à ses pratiques. Et si l'on se rappelle la définition classique de la religion que donnait Émile Durkheim comme ensemble de représentations et de pratiques, ce sont les pratiques qui prédominent ici. Quant aux représentations, le terme désigne dans les enquêtes fondées sur l'archéologie l'identité sociale que les différents agents cultuels donnent d'eux-mêmes par le biais de ces pratiques. Donc c'est en quelque sorte la représentation de soi. Nous nous situons dès lors dans une perspective horizontale qui fait certes des dieux et des héros les destinataires des rituels, indépendamment de la représentation du monde et des dieux impliqués, ce qui est un choix absolument légitime, hein, entendez-moi bien. Mais ce sont précisément ces données qu'il me paraît nécessaire de convoquer aussi, même si la démarche est difficile à mener à bien. Ainsi que l'exprimait à sa manière bien à lui, donc toujours un peu provocante, Marcel Detienne dans l'intitulé de conférence prononcée au début des années 2000, « Hors les dieux, pas de cité grecque ». Gardons cette exhortation en tête et n'oublions pas les dieux et le fonctionnement du polythéisme en tant que système pluriel. En conséquence, je pose à nouveau la question soulevée la semaine dernière, à la toute fin du cours. Que devient la problématique de la politique et de la loi si l'on part du point de vue du polythéisme grec tel qu'il se donne à connaître et de représentation du monde qui le caractérise, plutôt que de la vision passablement standardisée de l'irrationalité de toute religion qu'il s'agirait de dépasser, voire même que les élites grecques auraient dépassé en laissant les manifestations superstitieuses à la masse, ce qui est une autre manière de se dépêtrer du problème. Plutôt que de la conception rigide, je continue mon contraste, partir du polythéisme, plutôt que la vision passablement standardisée de la religion, ou de la conception rigide de l'encastrement du religieux et du politique dans les sociétés traditionnelles, tenu pour un fait qui exonère de la nécessité de comprendre comment se joue la question de la norme et comment se nouent les questions d'autorité. En prenant sérieusement en compte la relation des Grecs à leurs dieux dans toute sa spécificité, on enrichira du même coup l'analyse sophistiquée des pratiques rituelles constitutives de l'identité sociale, telle que je viens d'en faire état. Il convient d'appeler à la barre les destinataires divins de ces rituels et les représentations qui sous-tendent les relations instaurées avec eux. Pour ce faire, j'ai choisi une voie d'approche bien précise, à savoir l'étude approfondie du lexique grec de la sacralité et de la norme. Ce sera l'objet des cours de cette année. Et dans le temps qu'il me reste aujourd'hui, je voudrais inscrire dans la profondeur du champ historiographique ce type d'approche afin d'en préciser les contours et les attendus. En quelque sorte, la méthode que j'entends déployer pour parvenir à tester l'hypothèse que je vous ai présentée. Alors, l'objectif d'une enquête lexicale est d'identifier les proximités, les décalages qui se font jour entre nos concepts opératoires et leur actualisation éventuelle dans la société que nous étudions. Partir d'un lexique soigneusement identifié était la recommandation de Jean Rudart dans sa thèse sur, je cite le titre, « Les notions fondamentales de la pensée religieuse et actes constitutifs du culte dans la Grèce classique », publié en 1958. Et je dois dire que cette recommandation a toujours guidé mes propres investigations dans le domaine. Je dirais même qu'à bien des égards, elle en forme l'armature. C'est en philologue que Jean Rudart inscrivait son souci pour le lexique dans la lecture des textes, mais en fait, il n'a
pas véritablement fait retour sur sa pratique d'un point de vue théorique. Dans l'introduction de son ouvrage, en 1958, il préconisait une méthode d'investigation interne visant, je le cite, à comprendre la religion antique selon ses concepts propres, l'expliquer par la pensée antique elle-même, en allant chercher l'expression de tels concepts dans le vocabulaire grec et en les mettant à l'épreuve de la pratique cultuelle. Donc l'analyse lexicale et sémantique est au cœur de la démarche de Rudart. En 1992, quand sa thèse de 1958 a été réimprimée, et vous avez sous les yeux la couverture de cette réimpression, Rudart l'a assortie d'une brève préface où, je le cite, il se découvre encore fidèle à la méthode dont il avait énoncé les principes, bien qu'il en discerne mieux les limites et les difficultés. Mais globalement, il assume encore son travail de 1958. Alors, comme il parle des limites qu'il a aussi perçues, dans cette préface, il nuance un petit peu la compréhension des termes grecs au cœur de son étude, mais sans mettre en cause la méthode elle-même. Cette approche par les mots est restée une des lignes de force du travail de Jean Rudart, comme l'atteste l'ouvrage sur Thémis et les Horaï. J'ai mis les références. Thémis et les Horaï, recherche sur les divinités grecques de la justice et de la paix, où le travail sur le vocabulaire est essentiel. Et j'aurai l'occasion, évidemment, avec un titre pareil, de revenir, puisque la notion de Thémis va nous occuper à la fin de la série de cours de cette année. Il a aussi publié un très bel article sur la notion d'Aidos et un ouvrage dont je vous ai déjà parlé les années précédentes, des opéras inédita, donc un manuscrit inachevé de Jean Rudart sur la religion grecque, donc manuscrit inachevé intitulé Essai sur la religion grecque, mais dont les chapitres conservés ont paru suffisamment cohérents pour être publiés, même si l'ouvrage lui-même était incomplet. Et ça a été publié en 2008 à titre posthume. Alors, Rudart était très peu théoricien, disais-je. En revanche, à la même période, donc même période de la thèse, donc dans les années 50, en revanche, à la même période, se développait en Allemagne la problématique puissamment théorisée, elle, de la Begriffsgeschichte, l'histoire conceptuelle, dans le travail de l'historien Reinhard Koselleck, qui fut l'architecte de l'encyclopédie allemande des concepts historiques. Vous avez la référence sous les yeux, avec Otto Brunner, Werner Konz, Geschichtliche Grundbegriffe, Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Alors, dans cette encyclopédie, il rédigea, entre bien d'autres articles, le lemme Histoire. Et cet article, Histoire de l'encyclopédie, a été traduit en français dans un recueil d'articles de Koselleck intitulé L'expérience de l'histoire, qui est paru en poche il y a peu de temps. Alors, au fondement de cette histoire langagière des concepts se trouve une évidence de toute démarche historienne. L'étude d'objets du passé, objet au sens le plus large du terme, impose de s'interroger sur les mots qui ont permis de les désigner. Le langage de la documentation qui fonde l'enquête historique est le produit d'une société donnée et qui livre ainsi non des faits bruts, mais une représentation d'elle-même. Cependant, l'histoire sémantique n'est pas à sens unique. L'écriture du récit mis en forme par le chercheur se construit également avec des mots, qui cette fois traduisent l'expérience passée dans le langage de son propre temps. Ce sont des constats élémentaires de toute critique historique. En conséquence, le mouvement est double. Il faut saisir un lexique et sa sémantique en contexte d'une part, d'autre part, en rendre compte par des outils langagiers intelligibles
est rendu opératoire dans un processus d'élucidation qui désarme autant que possible les déterminismes culturels propres au temps de l'historien. Alors, même si la Begriffsgeschichte allemande a livré d'une manière inédite par son ampleur une théorisation des processus que je viens d'énoncer, le questionnement sur l'impact des concepts en matière d'histoire est évidemment plus ancien que sa formalisation théorique par Koselleck et son équipe, que ce soit en Allemagne ou en France. Ainsi, en m'en tenant au XXe siècle, j'évoquerai la thèse de Louis Gernet, intitulée « Recherche sur le développement de la pensée juridique et morale en Grèce », dont le sous-titre était précisément « Études sémantiques », date de 1917. Là, vous avez la couverture de la réimpression. Ou encore, peut-être de façon moins systématique que Gernet, le livre de Lucien Febvre, publié en 1942 sur le problème de l'incroyance au XVIe siècle, La religion de Rabelais, il montrait combien les notions de croyance et donc d'incroyance ou d'athéisme étaient, selon lui, impuissantes à saisir précisément cette religion de Rabelais, qui formait le sous-titre du livre. Et je souligne en passant, puisque j'en ai traité ici même, que c'est également le cas de l'étude du monde grec antique envisagée à l'aune de la notion de croyance. C'est aussi le cas, c'est une telle démarche que Marcel Detienne proposait lui aussi dans Les Maîtres de vérité, scrutant précisément l'idée même, la notion même de vérité, l'aletheia en grec, sur l'arrière-plan des travaux d'Ignace Meyerson interrogeant l'histoire des catégories mentales. Donc, cette question de l'importance du lexique et des études sémantiques dans le travail historique est, comme je le disais, plus ancienne que la théorisation qu'en ont donné les tenants de la Begriffsgeschichte allemande. Alors, dans une démarche fort peu théorisée, disais-je, Jean Rudart revendiquait une forme d'objectivité obtenue, je le cite, au prix d'un long contact avec la civilisation grecque et qui, paradoxalement, suppose une familiarité, une sympathie en vertu desquelles notre esprit, s'étant plié aux habitudes anciennes, juge de sa propre autorité. L'ambition est haute. Il allait même jusqu'à écrire à un moment donné qu'il fallait se faire grec pour comprendre les Grecs, tout en ajoutant immédiatement que c'était une ambition impossible à réaliser. Donc on voit bien la difficulté de la démarche, même si l'horizon d'attente est évidemment celui-là. Donc dans cette démarche fort peu théorisée, Rudart alertait sur les dangers de la subjectivité, ce sont ses mots, et pour lui, l'étude attentive du vocabulaire diminue les risques, car les mots livrent une donnée concrète, récurrente, sur laquelle fonder l'analyse. Quant à Reinhard Koselleck, dans son maître ouvrage, Vergangene Zukunft zur Semantik geschichtlicher Zeiten, publié en 1979 et traduit en français en 1990 sous le titre « Le futur passé, contribution à la sémantique des temps historiques », il formalisait en fait et généralisait au travail de celui qu'il appelait l'historien de profession, ce que de leur côté Rudart comme Detienne ancraient dans leur sensibilité philologique. Et ceux d'entre vous qui me suivent depuis le début des cours que je dispense à cette place se souviendront peut-être à cet égard des discussions que j'ai menées en 2018 autour de la notion même de religion. C'était une démarche du même type, à savoir légitimer l'utilisation d'un concept opératoire tiré de notre propre vocabulaire moderne pour rendre compte d'une culture qui n'a pas le même outil langagier à sa disposition. Donc c'est cette tension-là qui était déjà présente dans cette réflexion sur la notion de religion. Alors, la pratique de l'histoire des sociétés antiques présente des écueils
particulier, avec une documentation fragmentée, écrite dans des langues mortes. Cet état documentaire rend assurément la tension entre ce que Koselleck appelle les faits et la langue, ce qu'il appelle aussi la connexité empirique entre le faire et le dire, eh bien, cet état documentaire rend cette tension plus aiguë que pour d'autres périodes et plus délicate encore la conceptualisation qui mène à la généralisation. Alors, le constat est d'autant plus évident pour les textes que nous pratiquons en histoire de l'Antiquité, les textes en grec et en latin, ces langues dans lesquelles les nôtres plongent leurs racines et dont nos mots, nos propres mots, sont les héritiers, ce qui accentue encore la difficulté. Une étude sémantique vient dès lors nourrir l'enquête en combattant autant que possible l'arbitraire des idées préconçues et commandées par nos propres usages des notions à analyser. En outre, et c'est un point important thématisé par la Begriffsgeschichte, il donne la possibilité d'interroger le passage du temps, puisque les mots évoluent au sein d'une même culture, ce qui impose aussi de repenser à l'aune de la diachronie les concepts qu'on leur associe. Alors évidemment, il y a aussi, et c'est le point de vue de l'historien moderniste, il y a aussi l'échelle plus ample qui ne m'occupera pas ici, que l'on peut atteindre avec la Begriffsgeschichte, puisque cette conceptualisation attentive, par la généralisation qu'elle autorise, dessine des interrogations transpériodes. Et là, je vous renvoie à nouveau à la réflexion que j'avais faite sur le concept de religion, où là, on peut balayer les siècles, évidemment, pour voir comment ce concept est utilisé. Alors, évidemment, il ne s'agit pas pour autant de négliger les pratiques qu'une pure histoire conceptuelle, si tant est qu'elle existe, aurait tendance à mettre sous le boisseau au profit des seuls discours produits par les anciens. Les pratiques cultuelles, notamment, dont j'ai parlé tout à l'heure, dans le travail de François de Polignac, notamment, les pratiques cultuelles doivent trouver une place dans l'enquête. C'est l'association étroite entre ces deux ordres de données que Rudart précisément appelait de ses voeux, dès le titre de sa thèse, en coordonnant pensée religieuse et acte du culte. Et je trouve que c'est une très mauvaise idée de la part du graphiste qui a produit cette couverture de la réimpression d'avoir mis pensée religieuse en grand caractère par rapport à acte constitutif du culte. Alors, je ne sais pas si ça a été fait sciemment, sûrement pas par Rudart, ça j'en suis sûre, mais là on voit bien que ça ne reflète pas précisément cet équilibre qui était recommandé par Rudart et que la première édition mettait sur un même pied. Il y avait pas, on voit bien que là, des critères prétendument esthétiques peuvent avoir un effet problématique sur le contenu même de l'ouvrage ainsi présenté. Et parmi les notions fondamentales, je l'ai dit, on trouve la sacralité, qui est, voilà, on a parlé du fondement sacré de l'ordre politique, juridique, etc. Botero faisait référence aux représentations du sacré, etc. On voit bien que le sacré, la sacralité est une notion fondamentale dès qu'on parle de ces questions et qu'il nous faut la saisir et la mettre en question. Et donc, la semaine prochaine, je vous emmènerai dans une brève historiographie du sacré et c'est ensuite que nous plongerons ensemble dans le matériau grec lui-même. Je vous remercie pour votre attention.